définition tout simple, les traumatismes crâniens, ce sont des anomalies, c'est-à-dire des modifications de la norme qui surviennent suite à l'action d'une force extérieure, le plus souvent de manière brutale. Et donc, cette force va s'exercer ou entraîner des anomalies, soit sur la peau qui recouvre la tête, qu'on appelle le scalp, soit au niveau de l'os qui constitue l'essentiel du squelette de la tête, et aussi le contenu de la tête, c'est-à-dire le cerveau et ses enveloppes. Donc, un traumatisme crânien, ce sont des lésions qui surviennent à ce niveau du fait d'une force extérieure. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, il s'agit de la première cause de décès de sujets jeunes, notamment de moins de 40 ans, dans le monde. Les traumatismes crâniens constituent la majeure partie des situations qui entraînent un décès chez les sujets jeunes et aussi un handicap permanent. Et l'incidence mondiale est autour de 200 cas pour 100 000 habitants par an. Donc, c'est effectivement un problème de santé publique mondiale. Et dans notre contexte, par exemple, aux urgences, 1 cas sur 10 qui arrive à l'hôpital est une victime de traumatisme crânien lorsqu'il s'agit de la chirurgie. Alors, nous avons dit tout à l'heure qu'il s'agissait de sujets jeunes. L'enfant également, c'est-à-dire que dans des études que nous avons réalisées portant sur l'enfant, la moyenne d'âge est autour de 9 ans. Et en ce qui concerne les adultes, c'est autour de 29-30 ans. Et la principale cause de ces traumatismes crâniens, ce sont des accidents de la circulation routière. Et ce qui est déplorable, c'est que même chez l'enfant, dans notre contexte, ça reste les accidents de la circulation routière, alors que dans d'autres pays, notamment en dehors de la zone subsaharienne, on retrouve beaucoup plus des accidents domestiques, donc ceux qui surviennent à la maison. Mais dans notre contexte, ça reste les accidents de la circulation routière suivis des autres causes. Si déjà les accidents de la circulation routière constituent la première situation qui entraîne ces traumatismes crâniens, l'idéal est que nous puissions obtenir les conditions de renforcement de la régulation du trafic routier. Et à ce propos, je voudrais aussi souligner que parmi ces victimes de traumatismes crâniens, la majeure partie, 40% presque, est constituée par les motocyclistes, donc les conducteurs de moto. Et là, il faut déplorer le fait que le port du casque n'est pas suffisamment respecté, et ce qui fait que lorsqu'on est victime d'un traumatisme de la tête suite à un accident de la circulation routière en position de motocycliste, les lésions sont le plus souvent graves, voire fatales. Alors, l'essentiel de notre estimation est hospitalière. Il faut dire que les traumatismes crâniens constituent près de 40% des patients qui sont admis en milieu neurochirurgical, c'est-à-dire dans notre service ici au CHU. Ça veut dire que pratiquement un patient sur 2 est victime d'un traumatisme crânien. Et comme on l'a dit tout à l'heure, aux urgences, quand on va du côté de la chirurgie, c'est le 10e des patients qui est concerné. Cette estimation reste, on va dire, approximative parce qu'il faut noter qu'il y a bon nombre de victimes qui ne consultent pas forcément à l'hôpital et il y a malheureusement ceux qui perdent la vie sur les lieux de l'accident. Donc, cette estimation est à envisager dans une dimension beaucoup plus importante que celle qui est actuellement constatée dans nos travaux. On a de façon globale un taux de décès ou une fréquence de 10% des patients qui décèdent, ceux qui sont hospitalisés bien sûr, et même après une chirurgie, on a à peu près 3% qui décèdent et la majeure partie des décès survient du fait de la gravité des lésions que le cerveau a subies et aussi des autres lésions qui les accompagnent parce que souvent suite à un accident de la circulation routière, il n'y a pas que la tête qui est concernée, il y a aussi le thorax, il y a aussi le bassin et donc lorsqu'il y a des lésions associées, cela aggrave encore davantage la situation. Et la majeure partie des patients qui décèdent suite à ces traumatismes crâniens, ce sont ceux que nous appelons les traumatisés crâniens graves, ceux qui arrivent dans un état de coma. Alors, dans le service, je ne pourrais pas de tête donner un chiffre, mais je peux vous dire que
en moyenne dans la semaine, nous avons en hospitalisation 3 à 4 cas de traumatisme crânien. Des décès, oui, malheureusement, mais encore là aussi, le pourcentage il reste autour de 10%. Ça n'est pas qu'un tableau sombre, hein. Ce sont des patients qui sont opérés, qui sont pris en charge et qui s'en sortent pour 90 autres pourcents. Oui, les taux de séquelles, on va dire, concernent surtout certaines catégories de patients, notamment les personnes âgées. Mais les jeunes, quand il n'y a pas d'antécédents, en rapport notamment avec la consommation de certaines drogues, les séquelles sont un peu moins prononcées. Oui, il y a un risque de séquelles, surtout lorsque les lésions sont importantes. C'est vrai qu'on a constaté que dans la population pédiatrique, c'est-à-dire chez les enfants, le taux de séquelles est un peu plus faible, mais ce taux de séquelles est élevé, surtout chez les personnes âgées, qui gardent le plus souvent un handicap majeur. Il peut s'agir du trouble du langage, il peut s'agir d'une paralysie qui demeure, il peut s'agir surtout de complications relatives à une désocialisation, c'est-à-dire que le patient a du mal à entretenir la relation habituelle qu'il avait avec son entourage et à s'occuper de lui-même, c'est-à-dire s'alimenter, se vêtir, etc. Et donc, ce sont des gens qui sont souvent très amoindris et dépendants des soins de leur entourage. À noter que nous n'avons malheureusement pas aussi dans notre environnement des centres adaptés pour suivre ce type de patient dans un environnement proche du domicile, par exemple. Énormément, et ça, c'est surtout l'apanage des lésions graves. Et puis, il faut dire que le cerveau, c'est un organe qui est assez complexe. Et lorsque un traumatisme crânien survient chez une personne qui a déjà ce que l'on appelle les conduites addictives, donc la consommation d'alcool et la consommation de tabac, le plus souvent, le taux de séquelles est encore plus élevé. Alors, prendre en charge un traumatisme crânien, c'est déjà prévenir. Et pour cette prévention, comme on l'a dit tout à l'heure, il y a le renforcement de la régulation du trafic routier, qui est très important. Et il y a également des mesures de protection en milieu professionnel pour ceux qui sont exposés, par exemple dans la construction des bâtiments. N'oublions pas que dans notre environnement, il y a énormément d'activités, l'urbanisation est galopante. Nous avons des routes, nous avons des édifices qui se construisent. Maintenant, les victimes de ces traumatismes crâniens, lorsqu'ils arrivent aux urgences, déjà on est dans une situation difficile, c'est qu'il faut tout de suite faire une évaluation. Une fois qu'on a évalué le patient en l'examinant, il faut réaliser des investigations. Et les investigations, la première, pour ce qui est du traumatisme crânien, c'est le scanner. Et c'est un examen qui a un coût, qui n'est pas toujours à la portée de tout le monde. Et là, il y a malheureusement un retard dans la prise en charge. Dans notre environnement, sauf lorsque l'hôpital intervient dans le cadre de l'assistance sociale, eh bien, en moyenne, le scanner est fait 3 jours après la survenue du traumatisme. Et une fois que le patient a réalisé le scanner et qu'on a visualisé les lésions et établi un diagnostic, 10% vont le plus souvent nécessiter une intervention chirurgicale et les 90 autres pourcents vont bénéficier d'un traitement médical qui consiste à traiter la douleur, surveiller toutes les éventuelles complications qui peuvent survenir. Donc globalement, on va dire qu'on est dans une situation de chirurgie dans un cas sur 10 et dans les autres cas, c'est un traitement médical. La première conséquence, c'est le décès, malheureusement, comme on l'a dit tout à l'heure. Toujours ? Oui, la fréquence des décès est importante. Il faut le souligner parce que, comme on l'a dit tout à l'heure à l'introduction de notre propos, c'est la première cause de décès et de handicap chez les sujets jeunes. Un traumatisme crânien, ça tue. Alors, quand on n'en est pas décédé, on peut s'en sortir avec ou sans séquelles, mais cela va dépendre de l'étendue des lésions, des lésions associées en dehors de la tête et aussi des antécédents du patient. Ça veut dire qu'un toxicomane, par exemple, va moins bien s'en sortir qu'une personne qui ne l'est pas. Un diabétique, par exemple, va avoir beaucoup plus de difficultés à s'en sortir qu'une personne non diabétique. Alors, oui, des similitudes parce que c'est le cerveau, des similitudes parce que dans les deux cas, il y a une souffrance cérébrale, mais le mécanisme n'est pas le même. Au niveau du traumatisme crânien, c'est un choc qui va entraîner des déchirures
au niveau des vaisseaux sanguins ou du cerveau lui-même, alors que dans l'accident vasculaire cérébral, c'est une artère qui est bouchée ou encore une artère qui se rend, et donc le cerveau se retrouve en manque de sang, c'est-à-dire d'oxygène et de nutriments, et ce qui entraîne une perte ou une mort de neurones. Mais globalement, ça reste là aussi un autre drame, et les conséquences sont littéralement similaires puisqu'il y a le décès et le handicap. Bon, déjà que le gouvernement continue à accompagner son CHU, on peut sans fausse modestie dire qu'on arrive à faire avec les moyens qui sont disponibles, grâce à la disponibilité du scanner, en tout cas avec beaucoup de volonté. Pas mal de patients arrivent à au moins parvenir au stade du diagnostic, même quand les moyens ne sont pas toujours disponibles, parce qu'il y a un mécanisme qui permet d'obtenir une gratuité pour ce que le CHU peut offrir. Donc nous avons des situations où parfois un patient est admis, identité inconnue, et bien nous avons une administration notamment de garde et de soutien en permanence pour les urgences qui permet d'offrir à la disposition du patient, de mettre à la disposition du patient les examens complémentaires que le CHU a de disponibles et les médicaments qu'on peut avoir. Mais malheureusement, si on arrivait à manquer de ces intrants, on ne pourrait rien faire d'autre que d'examiner le patient, éventuellement de soutenir l'entourage psychologiquement. Donc il y a un véritable problème de prise en charge. Et deuxièmement, l'idéal serait de disposer d'un programme, un programme national qui puisse permettre de subventionner la prise en charge de ces patients. Pour le moment, il n'y a pas un programme. C'est pour cela que nous faisons ce cri de cœur. Nous essayons de sensibiliser dans ce domaine. Nous n'avons pas encore un programme qui permette, par exemple, de subventionner la prise en charge en urgence de ces patients pour limiter les retards de réalisation des examens, notamment du scanner. Oui, les traumatismes crâniens chez les nouveau-nés, ça arrive. Fort heureusement, on n'en a pas beaucoup dans notre contexte, de moins en moins, je vais dire. En fait, ça arrive surtout lorsque on utilise des dispositifs métalliques qu'on appelle des forceps pour pouvoir extraire l'enfant en toute urgence. C'est un moyen utile qui sauve, mais qui malheureusement peut faire l'objet d'un impact négatif sur la tête de l'enfant. Mais lorsque la prise en charge est adéquate, les choses peuvent rentrer dans l'ordre. Alors, dans le cadre de la recherche, il s'agit surtout de voir comment on peut améliorer la prise en charge des patients en améliorant les conditions de la surveillance. Parce qu'en fait, lorsque un traumatisé crânien arrive, surtout lorsqu'il est grave et qu'il risque donc de décéder, au niveau de la réanimation, on met en place ce qu'on appelle une sorte de repos artificiel du cerveau. Donc on plonge le patient dans un coma. Et lorsqu'on plonge le patient dans cette situation, il faut d'autres paramètres qui permettent d'évaluer l'évolution du patient pour pouvoir s'assurer qu'il est en train d'évoluer favorablement. Et là, il y a certains dispositifs qui ne sont pas encore disponibles dans notre contexte. Et nous pensons que nous pourrons acquérir ces moyens et évaluer leur impact dans l'amélioration de la prise en charge des patients.